tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Nous sommes le mercredi 1er décembre et voici les titres. 4 ans de prison, dont 2 avec sursis pour René Maratier, ancien maire de la Faute-sur-Mer. C'est ce qu'a requis ce mardi l'avocat général du procès en appel Xynthia. Une peine donc moins lourde qu'en première instance. Je vous rappelle qu'il avait été condamné à 4 ans de prison ferme. Le point global dans ce journal. La COP21 a débuté ce lundi à Paris. Nous nous intéresserons à l'une des conséquences du réchauffement climatique, le recul du trait de côte. La Vendée est concernée par ce phénomène et les communes cherchent donc des solutions pour limiter l'érosion du littoral. Exemple à Saint-Hilaire-de-Riez et à la Tranche-sur-Mer. Et puis nous parlerons d'un secteur qui ne connaît pas la crise, la vente à domicile. Elle séduit de plus en plus de Français. Aujourd'hui, il y a 5000 vendeurs dans l'Hexagone. Bijoux, cosmétiques, vêtements et ustensiles de cuisine. Nous avons assisté à l'une de ces réunions en Vendée avec cours de cuisine à la clé. Ce sont donc des peines un peu allégées qui ont été requises ce mardi par l'avocat général dans le procès en appel Xynthia pour René Maratier, ancien maire de la Faute-sur-Mer. 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, ont été requis. Il faudra bien sûr attendre l'arrêté de la Cour au printemps prochain pour connaître la condamnation réelle. Et ce mardi midi, les avocats des parties civiles et de la défense n'ont pas souhaité s'exprimer à la fin de l'audience. Le résumé tout de suite de cette matinée avec Samuel Grasset. Aurait-on pu éviter ces 29 décès? Aurait-on pu éviter ces conséquences meurtrières? À ces questions, l'avocat général a répondu oui. Il a donc demandé à la Cour d'appel de Poitiers de confirmer des peines de prison. 4 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis pour l'ancien maire René Maratier. 2 ans de prison, dont 9 mois avec sursis pour Françoise Babin. 18 mois de prison, dont 9 avec sursis pour son fils Philippe Babin. Dans ses réquisitions, l'avocat général a expliqué que les prévenus n'avaient pas informé les habitants sur les risques d'inondation. Il estime aussi que le danger a été aggravé en autorisant la construction de maisons dans cette cuvette de la Faute-sur-Mer. Il reproche enfin l'absence de mesures pour alerter la population et surveiller la digue avant et pendant la tempête. En plus de ces peines de prison, l'avocat général a demandé que René Maratier ne puisse plus exercer de fonction d'élu. C'est effectivement nouveau d'avoir demandé cette inéligibilité. Pour nous, ça nous paraît presque logique, dans le sens où s'il n'a pas été apte à gérer cette commune correctement pendant les 20 ans qu'il a eu, ça me paraît logique de lui interdire de recommencer en fait les mêmes agissements dans le futur. Mais l'avocat général, dans ses réquisitions, n'a pas non plus oublié le rôle de l'État. Il a pointé les défaillances, les carences dans la gestion des digues, dans l'alerte météo, dans l'absence de culture du risque. Des éléments qui seront sans nul doute mis en avant par les avocats de René Maratier, Françoise et Philippe Babin. Les plaidoiries de la défense qui ont débuté ce mardi après-midi doivent se terminer demain. La COP21 s'est donc ouverte ce lundi à Paris jusqu'au 11 décembre. L'état de la planète est sous le feu des projecteurs. Et à cette occasion, nous vous proposons une série de reportages sur les enjeux et les initiatives liées au climat en Vendée. Ce mardi, nous nous intéressons à l'une des conséquences du réchauffement climatique, le recul du trait de côte, dû notamment à la montée du niveau des océans. Le littoral vendéen est bien sûr concerné par ce phénomène et les communes essaient différentes solutions pour limiter les dégâts. Exemple à la Tranche-sur-Mer et à Saint-Hilaire-de-Riez. Pierre Dalicieux, Alix Lanos. Cet homme n'est pas en train de faire une photo souvenir, ou plutôt si, mais dans un but scientifique. Ici, le trait de côte bouge selon les courants marins, les tempêtes. Le meilleur moyen de s'en rendre compte est tout simplement de le photographier. Il s'agit de faire à la fois du statique et à la fois du dynamique. Le statique, c'est de faire la photo. La dynamique, c'est de faire le cinéma, c'est-à-dire, entre guillemets, voir comment ça évolue. Donc l'année prochaine, ou dans 6 mois plutôt, nous reviendrons au même endroit. Pour cela, on prend un GPS, bien sûr, et puis on trouve les coordonnées, on revient au même endroit et on refait les mêmes conditions. Ici, à la Tranche-sur-Mer, les nouvelles sont plutôt bonnes. Cette année, le sable a tendance à revenir, notamment grâce à des moyens humains, et ils sont nombreux. Nous avons planté des piquets perpendiculaires et le tout vient se bloquer dedans et petit à petit le niveau du sable monte dans le pied de dune et vient solidifier le pied de dune, le protéger quelque part naturellement. Une des solutions. C'est une des solutions trouvées, une parmi d'autres. Bon, est-ce qu'elle est durable? Et c'est toute la question, car rien n'est gagné, ce document le prouve. D'ici une vingtaine d'années, nos côtes à certains endroits seront méconnaissables.
Une situation qui variera de manière conséquente d'un endroit à l'autre. À certains endroits de la côte, on voit un recul de moins 32 mètres. Et par contre, sur certains points, il est prévu une accrétion, c'est-à-dire un élargissement de la côte de plus 32 mètres ou plus 19 mètres, vous voyez. C'est en fonction des endroits et des courants marins. Pour minimiser l'érosion et l'avancée de l'océan, la commune de Saint-Hilaire-d'Euriet réalise en ce moment une opération inédite en Vendée, le désenrochement. Dans les années 60 et 70, on croyait bon de renforcer les dunes avec ces roches pour faire face à l'océan. Erreur. Aujourd'hui, le trait de côte est sinueux, alors que pour être fort, il doit être, selon les scientifiques, linéaire et homogène. L'enrochement qui était proéminent justement sur cette plage-là va être enlevé complètement. On va aligner le trait de côte sur la dune. Donc il y aura un recul de l'avancée qui permettait de la descente de plage. On va avoir donc un alignement et ça va permettre de descendre bien évidemment sur la plage, mais dans le cas de grandes marées et de tempêtes, que la mer tape régulièrement et de manière homogène sur l'ensemble de ce secteur-là. Si cette technique fonctionne, la commune de Saint-Hilaire-d'Euriet prévoit de l'étendre à d'autres plages de son territoire et ainsi ralentir l'avancée de l'océan sur cette partie du littoral. Et puis, autre sujet qui prend également de plus en plus d'importance ces dernières années, c'est le manger local. Avec les derniers scandales alimentaires, la vache folle ou encore la viande de cheval, les consommateurs veulent savoir ce qu'ils ont dans leur assiette. En Vendée, le conseil départemental, la chambre d'agriculture et l'association des maires ont donc décidé de s'inscrire dans cette démarche, car soutenir les productions locales, c'est aussi développer l'économie du département. Une campagne incitant les Vendéens à consommer local est donc lancée cette semaine sur tous les abribus. Intitulée « Manger local, ce n'est pas banal », on y voit la photo des agriculteurs, leur nom et leurs produits, beurre, poire, huîtres. Une manière également de mettre en valeur l'agriculture vendéenne. L'agriculture aujourd'hui, c'est 6 000 exploitations agricoles, c'est 1,6 milliard donc de chiffre d'affaires, c'est plus de 700 opérateurs agroalimentaires, c'est un nombre d'emplois agroalimentaires très important. Donc je crois que cette agriculture, elle vient juste après le tourisme en matière de valeur ajoutée. Donc je crois que ça pèse énormément. Donc on a besoin de donner des véritables signes pour notre agriculture qui est très diversifiée. Et cette campagne d'affichage, à la veille notamment des fêtes de fin d'année, va peut-être permettre aussi de mettre dans nos menus de fin d'année nos produits locaux. Et la campagne d'affichage est aussi accompagnée d'un site internet dont l'adresse s'affiche en bas de cet écran. Vous pouvez y retrouver plus de 150 producteurs locaux installés sur le département. Ouvrons maintenant notre page sur les élections régionales pour parler des compétences de la région, dont une qui nous concerne tous au quotidien, les transports. Avec la loi NOTRe, cette compétence est renforcée pour les conseillers régionaux que nous devons élire. Explication. Dans le domaine ferroviaire, tout d'abord, la région gère les TER, les trains express régionaux. C'est elle qui achète les rames, détermine la fréquence de circulation des trains et qui finance les lignes. La SNCF est quant à elle chargée de faire rouler ces TER. SNCF et région travaillent donc en collaboration pour définir les dessertes et certains prix de vente des billets. En Pays de la Loire, 447 trains régionaux circulent chaque jour. Ils desservent 121 gares. La région gère également la circulation d'autocars à l'échelle régionale. Elle définit les lignes qui relient les différents départements et détermine les points de desserte. Elle finance la circulation de ces bus et fixe en partie les prix des billets. 115 cars régionaux circulent chaque jour en Pays de la Loire. Ils transportent chaque année près de 47 000 personnes. Les compétences des régions en matière de transport vont être renforcées. À partir de 2017, elles auront à leur charge les liaisons maritimes entre les îles françaises et le continent. Dans 2 ans donc, le Conseil régional des Pays de la Loire gérera les liaisons par bateau avec l'Île-Dieu. La région aura également la main sur la construction, l'aménagement et l'exploitation des gares routières. Enfin, à la rentrée 2017, elle sera compétente pour assurer le transport scolaire, sauf si les élus décident de le laisser aux mains des départements. Actuellement, 33 000 jeunes Vendéens prennent le car chaque jour pour se rendre à l'école.
La nature, c'est le thème qui a été retenu pour la 22e édition de la Folle Journée. Cet événement populaire autour de la musique classique se tiendra les 29, 30 et 31 janvier prochains en Pays de la Loire. Challans, Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon accueilleront dans leur salle de concert des musiciens qui ont travaillé autour de cette thématique. Chants d'oiseaux, bruits d'insectes, feu, eau. Les organisateurs ont choisi de faire parler la nature, source d'inspiration importante au fil des siècles dans la musique. Une programmation qui a été dévoilée récemment avec quelques belles surprises en perspective. Écoutez. J'ai invité 2 chanteurs d'oiseaux. Ils sont français, ils sont absolument remarquables. Et quand ils sont dans la salle, vous avez l'impression que vous êtes entouré d'oiseaux. Ils vont participer, ils sont à côté d'un violoniste, d'un pianiste. Et on a conçu un spectacle tout à fait étonnant, tout à fait magique. Et puisqu'on parle de culture, cela nous amène à évoquer le prix littéraire lycéen et apprenti des Pays de la Loire. Organisé pour la 3e année consécutive, plus de 400 élèves vont voter pour leur œuvre littéraire contemporaine préférée parmi une sélection de 8 livres. Toute l'année jusqu'au mois de mai, ils sont donc invités à lire ces titres en compétition, mais aussi à rencontrer certains auteurs pour échanger avec eux sur leurs impressions de lecture. À La Roche-sur-Yon, une de ces rencontre a été organisée au lycée Castler-Guiton avec Sylvain Coher. Un moment d'échange autant enrichissant pour l'auteur que pour les élèves. Je trouve que c'est un espace très particulier, très privilégié de pouvoir. C'est une forme de conversation, même s'il y a de la timidité de part et d'autre. Moi, ça m'arrive d'être timide. Vis-à-vis des lycéens parce qu'ils peuvent m'impressionner aussi, puis des fois d'être très surpris parce que leur lecture peut être très impressionnante. Il y a une acuité, ils sont précis souvent dans leur lecture. Par exemple, cette rencontre-là, les questions qu'ils ont posées sont des questions très techniques ou très précises. Et pour le coup, je ne pense pas que les questions leur ont été imposées. Donc ça veut dire que ce travail de lecture fonctionne. Ce week-end aux Herbiers, le salon de la vente à domicile s'est tenu au parc des expositions de la gare. Organisé par l'association Dimanche Shopping, il comptait cette année 45 stands, bougies, vêtements, produits de beauté. Et chaque année, le salon s'agrandit. Il accueille de plus en plus d'exposants car la vente à domicile est l'un des secteurs qui ne connaît pas la crise. En France, il y aurait 500 000 et non pas 5 000 vendeurs à domicile. Mais désormais, pour vendre, il ne suffit plus de présenter simplement ses produits, il faut aussi amuser le client. Ces réunions sont avant tout pour eux un moment convivial où l'on peut acquérir quelques conseils beauté ou cuisine. Apolline Laurent est allée à la rencontre de Vendéennes qui se sont lancées dans la vente à domicile. Reportage. Donc là, on va commencer par peser les petits pois. Ce ne sont pas des copines qui se retrouvent pour un atelier cuisine, mais des clientes de Yolande Sistac. Vendeuse à domicile depuis 6 ans pour une enseigne française d'ustensiles de cuisine, elle propose des ateliers pratiques dans une ambiance très conviviale. Même celles qui ne se connaissaient pas en arrivant parlent, partagent, donc c'est toujours très positif. Sa stratégie commerciale, c'est ça, donner envie sans forcer à l'achat. Il n'y a pas de catalogue, pas de bon de commande, tout est fait pour passer un bon moment. Une méthode simple qui semble porter ses fruits puisqu'elle gagne relativement bien sa vie. Je fais en gros 6 à 9 ateliers par mois et je me fais au minimum 1 000 € par mois quand je fais 6 ateliers. Et au mieux on peut monter à 2000, 2005. Un salaire au mérite et surtout une très grande flexibilité de l'emploi du temps. C'est ce qui a séduit Caroline de la Garandrie. Depuis peu, elle s'est lancée dans la vente à domicile pour une marque de produits ménagers. Avoir une vie de famille épanouie et une vie professionnelle épanouie que je pourrais mener comme j'en ai envie et là où j'en ai envie. Et puis, justement, avoir ma petite équipe à moi et faire mon petit bout de chemin, en toute liberté. Car en plus des démonstrations, certaines entreprises proposent à leurs vendeurs d'embaucher. L'équipe de Yolande est ainsi passée de 4 collaborateurs à 26 en à peine 2 ans. C'est un métier en plein boom parce que vous ne prenez pas de risque en démarrant une activité de VDI. Déjà, de vente à domicile, vous avez le droit de vous tromper. On ne vous met pas à la porte. C'est vous qui choisissez, ou de rester ou de partir, suivant si ça vous plaît. Des conditions très souples qui séduisent de plus en plus de personnes en recherche d'emploi. La vente à domicile pèse près de 500 000 vendeurs en France. Et chaque année, le secteur recrute environ 30 000 personnes à temps partiel ou à temps complet.
Un mot de météo avec plutôt une bonne nouvelle. Le soleil devrait revenir ce mercredi sur une bonne partie du département. Pas de pluie prévue au programme. Armelle Pavageau vous en dit plus dans un instant. On se quitte ce mardi sur des images de Père Noël et lutin. Avéré près de Brême-sur-Mer, ce samedi, il y avait un marché de Noël. Une première pour cette commune de près de 1600 habitants et une jolie initiative puisqu'il a été organisé au profit du Téléthon. Voilà, c'est la fin de cette édition. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau journal. Merci de nous avoir suivis.